Bélir Nabli, les frappes sur Gaza cette nuit ont fait 13 morts selon les secours contrôlés par le Hamas, plus de 400 la nuit précédente, toujours selon les mêmes bilans. Déluge de condamnation de la communauté internationale depuis mardi. Est-ce qu'il faut lire autrement la stratégie du Premier ministre israélien, autrement que pour assurer sa survie politique pour sauver sa peau ? C'est clair qu'il y a cette dimension-là. Incontestablement, c'est une donnée à garder à l'esprit, à savoir le destin politique personnel du Premier ministre israélien qui l'habite et qui lie lui-même au destin de Gaza d'une certaine manière. Tant qu'il n'aura pas l'impression d'obtenir une victoire absolue contre le Hamas à Gaza, quel que soit le coût humain pour les Palestiniens, il n'abandonnera pas le registre de la guerre pour solutionner de son point de vue le conflit à Gaza. Mais en même temps, ce n'est pas la seule donnée qui l'anime. Il est convaincu. Il a des convictions profondes en la matière. Et parmi ces convictions profondes, c'est que la résolution du conflit israélo-palestinien doit prendre une forme militaire. Et ça, c'est pas nouveau pour le coup. Il n'a jamais cru fondamentalement ni dans les négociations de paix, ni dans une démarche de nature pacifique pour apporter une solution à ce conflit. Donc il y a là, dans cette séquence, la traduction de la conception du conflit israélo-palestinien vue par Benyamin Netanyahou et ses alliés au pouvoir. Et en ce sens, c'est plus que problématique à terme, d'autant plus que, même si je rejoins ma collègue... Ma collègue à Jérusalem, c'est ça Oui, Jérusalem. Oui. Sur la mobilisation actuelle de la société civile israélienne pour notamment faire cesser la guerre et ramener les otages, naturellement. Il faut quand même rappeler que non seulement Benyamin Netanyahou et ses alliés procèdent d'élections, et que surtout, la nature... le caractère d'extrême droite et suprémaciste qui habite et qui caractérise ce gouvernement ne date pas du 7 octobre. Ça date d'avant. Et autrement dit, il y a également une assise, malgré tout, dans cette société civile par rapport au choix et à la manière de percevoir ce conflit côté israélien. Alors, c'est d'autant plus problématique que si on jette un coup d'œil du point de vue des opposants officiels à Benyamin Netanyahou, aucun, je dis bien aucun, ne remet en cause, notamment, la question fondamentale de la colonisation de la Cisjordanie et du blocus de Gaza. Donc, la question de l'alternative politique israélo-israélienne à Benyamin Netanyahou, elle se pose légitimement aujourd'hui, mais en réalité, elle n'existe pas fondamentalement sur la scène politique israélienne. Armin Arefi. La question du Hamas qui a vraisemblablement, et ce sont des responsables militaires israéliens qui le disent, reconstitué ses forces dans les 2 derniers mois de la trêve. La question que je me pose, c'est est-ce que les autorités militaires israéliennes n'auraient pas pu se douter que ça allait se passer comme ça ? Oui, vous avez raison. Je vais y revenir, mais juste sur lorsque certains responsables politiques israéliens soulignent la nécessité d'une séparation, pour reprendre le terme qui a été utilisé avec les Palestiniens, ils n'ont pas forcément, et loin s'en faut, l'idée de créer un État palestinien. L'idée de séparation renvoie plutôt à la réalité déjà existante qui a été reconnue, consacrée par la Cour internationale de justice dans un avis qui a moins d'1 an, qui a reconnu la situation relevant d'un apartheid appliqué en Cisjordanie, pour souligner précisément un système de discrimination systémique et discriminant donc à l'endroit des Palestiniens. Donc cette séparation, c'est ça que ça signifie. C'est en gros consacrer, développer ce qui relève d'un régime d'apartheid tout simplement. Pour revenir sur les justifications de Netanyahou sur le fait de reprendre la guerre, que le Hamas s'est reconstitué et qu'en ce sens, ce n'est pas acceptable. Je renvoie à ce qui a été dit par mon ami Amin, à savoir que la responsabilité première de la fin de cette trêve, elle pèse sur Benyamin Netanyahou dans la mesure où le Hamas, a priori, a joué le jeu, c'est-à-dire a respecté les termes de l'accord, et qu'il faut aussi rappeler que ce n'était pas fait pour surprendre, dans la mesure où on savait déjà que Benyamin Netanyahou
n'était pas enclin à respecter l'accord en question, notamment d'aller jusqu'à la phase 2, parce qu'il considérait finalement, je pense, que réaliser pleinement cet accord constituerait une victoire en soi pour le Hamas, et donc une défaite à contrario pour lui, et que d'autre part, il n'avait pas encore réalisé ses objectifs de guerre à lui, tels qu'il les conçoit, et quel que soit d'une certaine manière encore le coût humain de sa manière de voir et de faire pour les Palestiniens, mais ça, c'est pas un problème pour lui dans la mesure où il y a un processus de déshumanisation des Palestiniens qui fait que le bilan que vous avez rappelé ne pèse pas dans son équation personnelle, mais ni la libération des otages israéliens. Tout ça ne pèse pas, a priori, dans sa manière d'appréhender la situation, ce qui, effectivement, est un problème démocratique pour les Israéliens et qui explique en partie la mobilisation de la société civile aujourd'hui. Armin, on a quand même la phase 2 qui n'a jamais commencé, qui a volé en éclats depuis qu'Israël a décidé de reprendre la guerre en début il y a 48 heures. Et par ailleurs, il y a toujours, mais ça fait 15 mois qu'on tourne autour du même sujet, mais bien sûr d'autant plus depuis 15 mois, il n'y a aucun plan d'après-guerre qui prend forme, qu'il soit arabe, américain, israélien. On en est toujours au même point. Vous avez raison, sauf que j'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie conviction côté israélien et américain, une vraie volonté de réaliser le plan qu'a exprimé Donald Trump et qui avait été déjà imaginé en réalité et rêvé, pour ne pas le reconnaître explicitement, par les Israéliens eux-mêmes, à savoir un plan de nettoyage ethnique de Gaza en vue d'une certaine manière d'une annexion qui donnera lieu, alors d'après Donald Trump, à une reconstruction chimérique de Gaza. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que tous les événements qui ont lieu depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump tendent vers la réalisation de ce plan. Et d'ailleurs, il communique sur les contacts diplomatiques avec un certain nombre d'États. La Maison-Blanche avait validé, avait été mise au courant des raids de la nuit de lundi à mardi. Oui, et c'est en ce sens que je me permets de revenir sur lorsque vous avez dit oui, il y a eu la communauté internationale a condamné ces frappes. À part évidemment les Alors non seulement bien sûr les États-Unis n'ont pas condamné, mais ont soutenu cette décision. Décision et frappe qui relèvent de crimes de guerre. Mais il faut aussi souligner, la timidité, pour être féministe, des Européens eux-mêmes, qui, dans une séquence historique marquée par la guerre en Ukraine, où les Européens se targuent de vouloir incarner désormais le monde libre, le leader du monde libre, c'est un terme qui mobilisait une expression qui nous renvoie à la guerre froide, mais qui est remobilisée par les Européens pour justifier leur volonté de revenir sur la scène internationale. Cette ambition-là, elle est impossible à assumer aujourd'hui sur la scène internationale à cause de la duplicité des Européens qui se trouvent confrontés à deux guerres majeures, à deux conflits en tous les cas majeurs, et vis-à-vis desquels ils suivent et ils sont animés par deux grilles de lecture complètement différentes. En Ukraine, ils se conforment au droit international et condamnent et sanctionnent la Russie eu égard à l'agression dont l'Ukraine a fait l'objet des crimes commis par les Russes en Ukraine. Alors que à Gaza et en Cisjordanie, les condamnations sont toutes relatives et l'idée même de sanctions est hors de propos, alors même que des dispositifs existent en droit de l'Union européenne pour sanctionner Israël, eu égard à son comportement en Palestine et eu égard aux décisions et avis rendus par la Cour internationale de justice, encore une fois. Et donc cette séquence-là affaiblit aussi les Européens qui pensent que leur silence ou leur timidité de bonne aloi permettra finalement de ne pas répondre de leurs responsabilités. Mais de facto, tout le monde constate cette duplicité et la duplicité sape la crédibilité. En ce sens, la timidité des réactions, je reprends vos termes, est la même. Frédéric, d'un mot justement sur la société israélienne dont on voit certains des membres manifester à Jérusalem ce matin. Les Israéliens qui manifestent là, qui critiquent la reprise de la guerre par Netanyahou, ils sont
d'abord animé par le sort des otages, on est bien d'accord, avant d'être animé par celui des Gazaouis. Bien sûr, c'est-à-dire que celui des Gazaouis. Écoutez, vous savez, en Israël, le premier réflexe, c'est de penser aux otages. Et hier matin, chaque Israélien a été surpris et eu un choc en voyant la reprise des combats, parce que la première pensée, en effet, c'est pour les otages. Aujourd'hui, il y a 59 otages qui sont toujours retenus à Gaza depuis plus de 500 jours, et 24 seraient toujours encore en vie, dont des jeunes hommes dont on sait qu'ils sont enchaînés du jour au soir depuis 500 jours, et qui ont commis pour seul crime d'avoir dansé au Festival Nova, ou de vivre en bordure de Gaza. Ils ont été kidnappés dans leur lit. Donc évidemment que les Israéliens pensent en premier lieu aux leurs et veulent le retour des otages. C'était la priorité. D'ailleurs, c'était un objectif de guerre annoncé de la part du gouvernement. Mais hier, et c'était assez nouveau aussi, cette bulle cognitive des Israéliens qui fait que, eh bien, ils regardent moins ce qui se passe du côté de Gaza. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas les moyens de l'information pour savoir ce qui s'y passe exactement. Eh bien, hier, on parlait beaucoup des civils qui avaient été tués, et notamment les images des enfants qu'on avait vus sous les bombes. Bélir Nabli, pour revenir après cette analyse de la société israélienne actuellement sur l'après-guerre, une guerre qui se poursuit sans conception de l'après-guerre, et ce plan onirique dont parlait Frédéric Chilot avec l'Arabie Saoudite en... Personnellement, je m'inscris en faux par rapport à cette analyse de la société israélienne qui n'aurait pas les moyens d'information sur la situation à Gaza. On nous présente Israël comme une start-up nation, comme l'une des plus modernes au monde, avec des moyens de communication ultra modernes, et de l'autre, ces citoyens ne seraient pas correctement informés et incapables d'avoir accès aux réseaux sociaux. C'est quand même ce genre de fiction qui fait que la société israélienne vit d'un déni, une incapacité de voir le réel, c'est-à-dire celui qui est qualifié juridiquement par la Cour internationale de justice par des termes très clairs: colonisation illégale, apartheid en Cisjordanie, occupation de Gaza, risque de génocide. Voilà les qualifications. Et toutes ces qualifications, ce ne sont pas des termes théoriques. Ils traduisent des réalités. Et ces réalités-là, ce sont celles que ne veulent pas voir la société israélienne. Et je le répète, ça ne date pas du 7 octobre. Le gouvernement d'extrême droite et suprémaciste ne date pas du 7 octobre. La colonisation israélienne ne date pas du 7 octobre. Bref, soit on déconstruit cette forme de roman national, soit on continuera précisément à appréhender le rapport à l'autre, le rapport aux Palestiniens, à travers simplement un rapport de force. Et ce que disait Frédéric Chilot, c'est vrai que ça fait 15 mois qu'on lit, c'est que le côté israélien, la situation des étages écrase, je le dis sans jugement aucun, tout le reste. Mais même ça, c'est pas vrai. Même cette affirmation est fausse, dans la mesure où, dans les premiers temps de la guerre, la priorité de la libération des otages ne s'est pas imposée. Ça a suscité un débat, même pas au sein du gouvernement israélien, dans la mesure où ça a été assez clairement tranché en considérant que l'objectif premier, c'était pas la libération des otages, mais la destruction du Hamas. Ça, c'était ce que disait le gouvernement israélien. Ouais. Et dans la société israélienne, il y avait un débat sur cette question, sur la priorité numéro 1. Pour avancer un peu sur l'après, oui.